Eh bien, bonjour à tous pour ce troisième webinaire de la HAS consacré à l'évaluation des établissements et des services sociaux et médico-sociaux. C'est un webinaire organisé avec la contribution de la Direction générale de la cohésion sociale du ministère des Solidarités. Et c'est le troisième webinaire, comme je l'ai indiqué, qui intervient après un premier webinaire qui était consacré aux établissements et aux services, un deuxième qui était consacré aux opérateurs de l'évaluation, et le troisième est consacré aux autorités publiques en charge de la régulation de ce secteur, des établissements et des services sociaux et médico-sociaux. Il leur est dédié, alors je sais qu'il n'y a pas que des gens, des régulateurs qui sont à l'écoute de ce webinaire, mais on prendra principalement les questions des autorités publiques, sachant que les opérateurs ont déjà eu un webinaire. Comme dans l'ancien système d'évaluation, les établissements et les services doivent envoyer leur rapport d'évaluation aux autorités de tarification, comme vous le savez, et l'envoi du rapport conditionne le renouvellement de l'autorisation. Mais au-delà de ça, les établissements et services sociaux et médico-sociaux aspirent à ce que ces résultats viennent aussi nourrir le dialogue de gestion qu'ils ont avec leurs autorités. Et les attentes sont évidemment fortes vis-à-vis des autorités pour faire vivre cette dynamique d'évaluation et plus globalement d'amélioration de la démarche, de la qualité en continu. Et puis, il y a de nouvelles responsabilités aussi qui sont dévolues aux autorités en ce qui concerne la fixation du calendrier. Et on reviendra dans le détail sur ces nouvelles responsabilités qui sont dévolues à la puissance publique. Parmi nos intervenants, vous allez pouvoir entendre Geneviève Nguyen, qui est adjointe à la chef de service. J'oublie toujours votre titre, Geneviève, du bureau gouvernance du secteur social et médico-social. Ça y est, j'y suis parvenu. Véronique Gadi et Sandra Grimaldi de la HAS, que vous connaissez bien pour certains nombre d'entre vous, parce qu'on a eu l'occasion de les entendre, de les écouter, toujours avec profit, plusieurs fois. Et on va commencer tout de suite sans attendre, mais auparavant, je vous indique que vous avez un chat sur la droite de votre écran qui vous permet de poser un certain nombre de questions. Je vais de toute façon les recenser et je les regrouperai pour pouvoir les poser dans la deuxième partie de notre quasi-émission, puisque c'est presque une émission. La première partie sera consacrée à des présentations, des explications sur ce nouveau mode d'évaluation. Et la deuxième partie, d'à peu près 45 minutes, sera consacrée au dialogue, à répondre à vos questions, à entendre vos commentaires, vos critiques peut-être. Et voilà, je cède immédiatement la parole à Véronique et à Sandra pour les présentations en dur, si j'ose dire, de ce nouveau mécanisme d'évaluation en compagnie de Geneviève Nguyen. Merci Christian, bonjour à tous. Alors effectivement, nous allons commencer par vous présenter le dispositif d'évaluation avec une intervention à deux voix, donc Sandra Grimaldi et moi-même. Je vais commencer par évoquer les fondements de l'évaluation, ce qui permettra de vous présenter le cadre dans lequel nos travaux ont été conduits. Puis Sandra prendra la suite pour présenter le dispositif en tant que tel, le référentiel, les méthodes. Et puis nous terminerons toutes les deux autour des questions de rapport, d'auto-évaluation et l'accréditation des organismes qui vont être amenés à réaliser ces évaluations. Alors, pour commencer sur les fondements de l'évaluation, alors c'est un rappel, hein, vous le savez tous très bien, mais l'évaluation, elle existe depuis la loi de 2002, elle est mentionnée à l'article L312.8 du Code de l'action sociale et des familles et s'impose à l'ensemble des établissements et services qui sont mentionnés à l'article L312.1 du même code. Son objet, c'est d'apprécier la qualité des prestations qui sont délivrées par les établissements et services aux personnes accompagnées. Et dorénavant, elle a lieu tous les 5 ans et elle est réalisée par un tiers extérieur indépendant de la structure. L'évaluation, elle a pour objet d'apporter une réponse qui soit pertinente et adaptée aux attentes de 3 types d'acteurs. D'abord, évidemment, les personnes accompagnées, pour faire des questions de qualité un enjeu de dialogue entre les personnes accompagnées et la structure et améliorer la connaissance des personnes accompagnées sur le niveau de qualité délivré par la structure qui les accompagne. Également les attentes des professionnels, puisque la démarche d'évaluation,
elle s'inscrit plus généralement dans une démarche d'amélioration continue de la qualité et c'est un outil de management interne qui vise l'amélioration des pratiques. Et puis enfin, c'est également une réponse aux attentes des autorités. C'est bien la raison pour laquelle aujourd'hui, on a fait le choix d'organiser un webinaire qui soit spécifiquement dédié aux autorités de tarification et de contrôle, avec l'enjeu qui existe depuis le démarrage, qui est de venir éclairer les décisions de renouvellement des autorisations d'activité, mais également, et c'est une attente qui a aussi été régulièrement énoncée par les acteurs du comité de concertation, notamment les fédérations d'établissements et de services et les associations, de faire que les résultats de l'évaluation viennent alimenter le dialogue de gestion entre la structure et là où les autorités dont elles dépendent. Alors, pour construire, pour vous proposer le référentiel et les méthodes que nous avons récemment publiées, il nous fallait poser un cadre. Un dispositif d'évaluation, ça s'inscrit à un moment donné dans un contexte particulier et avec des enjeux pour pouvoir répondre à des enjeux spécifiques. Et puis, ça évolue dans le temps. Pour l'itération qu'on vous présente aujourd'hui, on a identifié en lien avec les acteurs du secteur quels étaient les enjeux principaux qui devaient présider à la démarche de construction du référentiel et de l'ensemble du dispositif. Ces enjeux, on les a identifiés, on les a discutés avec le comité de concertation qui rassemble les principales parties prenantes du secteur, puis nous les avons discutés et fait valider par nos instances, à savoir la commission sociale et médico-sociale et le collège de la Haute Autorité de Santé. Ces enjeux, ils sont au nombre de 3. D'abord, permettre à la personne d'être actrice de son parcours. Deuxièmement, de renforcer la dynamique qualité dans les établissements et services, dynamique qui s'est mise en place depuis 2002 et donc il s'agit aujourd'hui de passer une étape supplémentaire. Et puis, troisième enjeu, c'est de promouvoir une démarche qui soit porteuse de sens pour les professionnels et les établissements et les services. Il est évident qu'il faut que chacun puisse s'approprier cette démarche pour vraiment atteindre l'objectif final des démarches d'évaluation, c'est-à-dire améliorer la qualité des accompagnements. On a également déterminé les valeurs qui allaient guider le travail sur le référentiel d'évaluation. Ces valeurs, vous les voyez, elles sont au nombre de 4. D'abord, le pouvoir d'agir de la personne, ensuite le respect des droits fondamentaux, ensuite l'approche inclusive des accompagnements et enfin la réflexion éthique des professionnels. Ce sont ces valeurs qui nous ont servi à arbitrer sur l'intégration de tel ou tel critère, de telle ou telle remarque, ou au contraire, ne pas reprendre certaines dimensions qui ne correspondaient pas à ces valeurs. Enfin, un référentiel centré sur la personne. Ça, c'est un choix qui est déterminant pour toute la conduite des travaux et le résultat que nous avons obtenu aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça signifie un référentiel centré sur la personne? Ça signifie qu'on a d'abord cherché à identifier quelles étaient les dimensions de l'accompagnement qui étaient essentielles pour les personnes et qu'on devait du coup retrouver dans le projet d'accompagnement des personnes et qui étaient les dimensions sur lesquelles on devait mettre l'accent pour s'assurer d'un accompagnement de qualité. Ces dimensions, vous les voyez là, elles sont inscrites sur la slide. Ça peut être tout ce qui concerne le respect des droits, la protection de la bientraitance, la participation à la vie sociale et culturelle, le recueil de la parole, l'accompagnement à l'autonomie, la scolarisation, l'insertion professionnelle, tout ce qui va toucher les questions de soins et d'accompagnement à la santé, etc. Ce sont ces dimensions qui ont défini les groupes de travail qu'on a mis en place pour construire le référentiel, groupes de travail qui ont rassemblé près de 150 professionnels et personnes accompagnées du secteur social et médico-social. Et puis enfin, avant de céder la parole à Sandra, vous dire que la dernière orientation stratégique qui a été prise a été de construire une démarche d'évaluation qui va se décliner à 3 niveaux. Et ça, cette orientation, vous la retrouvez à la fois dans la structuration du référentiel, mais également dans les méthodes d'évaluation que nous avons définies. Ces 3 niveaux, c'est d'aller porter le regard évaluatif au plus près de la personne accompagnée,
au niveau du quotidien de l'accompagnement. C'est d'aller au niveau des professionnels, du travail en équipe, de la manière dont ils s'organisent et dont ils pensent et dont ils délivrent plutôt des prestations d'accompagnement. Et puis au niveau de la gouvernance des établissements et des services avec les enjeux liés aux politiques, politique qualité, politique partenariale, politique de qualité de vie au travail, etc. etc., etc. Donc c'est bien à ces 3 niveaux que va se porter le regard évaluatif. Sandra, je te laisse la parole pour présenter les outils et de manière plus précise. Merci Véronique. Bonjour à toutes et à tous. En effet, moi je vais rentrer un peu plus loin dans les outils qu'on a publiés depuis la mise en place du référentiel. Donc, je vais déjà vous parler du référentiel d'évaluation. Donc, comme vous avez pu le constater, il est structuré en 3 chapitres, 9 thématiques, 42 objectifs et 157 critères. Alors, les 3 chapitres, comme l'a dit à l'instant Véronique, reprennent les 3 niveaux souhaités pour l'évaluation dans les structures. Donc, le chapitre 1 consacré à la personne, le chapitre 2, les professionnels, et le chapitre 3, l'établissement, le service social, médico-social. Au sein de ces 3 chapitres, on va retrouver 9 thématiques qui permettent de passer en revue, de balayer l'ensemble des critères qui font la qualité d'un accompagnement dans une structure. Donc, certaines de ces thématiques sont communes à tous les 3 chapitres, la majorité, et d'autres vont être plus spécifiques à l'un ou l'autre des chapitres. Et à l'intérieur de ces 9 thématiques, vous allez retrouver les objectifs déclinés en critères. Ces critères qui sont au nombre de 157, mais qui ne vont pas s'appliquer de manière uniforme à l'ensemble des structures. Alors, 129 d'entre eux sont des critères dits génériques et s'appliqueront à tous les ESSMS, à toutes les structures, à tous les publics. Par contre, 28 d'entre eux vont s'appliquer de manière différenciée en fonction soit du secteur dans lequel on se situe. Si on est dans un établissement médico-social, on va avoir des critères supplémentaires dédiés au circuit du médicament, par exemple. Soit en fonction du type de structure dans lequel on se situe, un établissement, un service. Si on est dans un établissement, on va aller voir comment la structure permet la personnalisation de la chambre, par exemple, alors que dans un service qui intervient au domicile, on va pas être dans ce critère-là. Ou alors, en fonction du public auquel on s'adresse. Donc, on a différencié les grands publics qui font le secteur social et médico-social, et on va avoir des critères qui vont s'appliquer plus particulièrement aux enfants, aux mineurs, d'autres qui vont s'appliquer plus spécifiquement aux adultes. Je pense à la recherche du consentement éclairé pour les adultes, alors qu'on va être plus sur la recherche de l'adhésion pour les mineurs. Donc voilà, un certain nombre de critères, donc 28 critères qui sont dits spécifiques et qui vont être différenciés en fonction du secteur, de la structure ou du public auquel on va s'adresser. Autre différenciation entre les 157 critères, il y en a 139 qui sont dits standards, donc qui correspondent au niveau attendu lors de l'évaluation, et 18 critères qui sont dits impératifs et qui correspondent à ce qu'on ne veut plus forcément voir, mais surtout à des critères qui doivent être totalement satisfaits lors de l'évaluation. Ces 18 critères, couvrent essentiellement les domaines des droits fondamentaux de la personne, de la gestion des risques de maltraitance et de violence, des plaintes et réclamations, de la gestion des événements indésirables dans une structure, de la gestion de la crise, de la continuité de l'activité, et pour ceux qui sont concernés, de la sécurisation du circuit du médicament. Donc, ces domaines couvrent les 18 critères dits impératifs qui devront être totalement satisfaits lors de la visite d'évaluation. On verra plus tard l'incidence que cela va avoir sur notamment le rapport et le suivi post-évaluation. Alors, le référentiel d'évaluation qui a été publié s'accompagne d'un manuel qui reprend de manière uniforme pour chacun des critères du référentiel une fiche détaillée dans laquelle elle est toujours présentée de la même manière, dans laquelle vous avez évidemment la thématique et l'objectif auquel se rattache le critère considéré. Fiche critère sur laquelle on va aussi retrouver le niveau d'exigence lié au critère, est-ce qu'il est standard ou impératif, le champ d'application concerné,
et l'ensemble des éléments d'évaluation qui vont servir à évaluer le critère, donc éléments d'évaluation qui vont se traduire par des entretiens avec les personnes accompagnées, avec les professionnels, avec les membres de la gouvernance, qui vont se traduire aussi par de la consultation documentaire et quelquefois par de l'observation directement dans la structure. Donc, ces éléments d'évaluation vont permettre de coter le critère considéré et de passer en revue l'ensemble des éléments qu'il constitue. Sur ces fiches critères, on a également précisé un certain nombre de références liées aux critères. Donc, des références qui sont soit les recommandations de bonnes pratiques professionnelles liées aux critères, soit des références légales et réglementaires, soit d'autres références qui peuvent être utiles aux professionnels des structures pour aller un peu plus loin sur certains critères. Si, lors d'une auto-évaluation, par exemple, une structure venait à être en difficulté sur un critère, pour aller un peu plus loin, grâce soit à une recommandation de bonne pratique professionnelle ou aux éléments de réglementation correspondants. Évidemment, ces références ne sont pas exhaustives, mais elles permettent déjà d'orienter les structures et les professionnels dans leurs travaux. Donc voilà, chacun des critères déclinés en fiches critères qui précisent l'ensemble des éléments qui vont être pris en compte. De même, le manuel présente aussi un certain nombre de fiches pratiques, il y en a 10 aujourd'hui, qui permettent d'expliciter comment s'organise une visite d'évaluation, comment sont définis les champs d'application des critères, qui explicitent également les différentes méthodes d'évaluation associées à ce référentiel. Voilà, il y a 10 fiches pratiques aujourd'hui. En fonction des questions qui nous seront remontées ou des difficultés qui vont émerger lors de la mise en œuvre, on envisage également d'en rajouter si cela s'avérait utile pour la bonne compréhension de tous. Mais voilà, en tout cas, aujourd'hui, il y en a 10 pour démarrer la mise en œuvre de l'évaluation telle que prévue par le nouveau dispositif. Alors, comme le disait aussi tout à l'heure Véronique, du lien entre le référentiel, les critères d'évaluation et les méthodes d'évaluation associées. Donc, pour chacun des chapitres du référentiel, nous avons associé une méthode d'évaluation dont l'objectif, chacune de ces méthodes doit permettre de croiser les regards sur la qualité des prestations offertes au sein de la structure et donc d'identifier où se situent les axes de progrès dans une structure, ce qui va bien, mais ce qui doit aussi être amélioré, et est-ce que ça se situe au niveau de la gouvernance ou est-ce que ça se situe plus près du terrain, auprès des professionnels sur la mise en œuvre, ou alors directement auprès des personnes sur le vécu et l'expérience vécue dans l'accompagnement. Donc, le chapitre 1 les critères du chapitre 1 vont être évalués au travers de la méthode dite de l'accompagné traceur, donc qui permettra à l'évaluateur d'aller interroger une personne accompagnée sur son ressenti, sur la qualité ressentie autour des critères identifiés dans le chapitre 1, de croiser avec les professionnels qui l'accompagnent dans son quotidien. Le chapitre 2 va être évalué au travers de la méthode du traceur ciblé. Donc là, on va aller interroger l'équipe pluridisciplinaire qui intervient dans le SSMS et ensuite la gouvernance. Et le chapitre 3 qui va être évalué au travers de l'audit système. Et là, on va aller d'abord interroger la gouvernance pour bien comprendre la stratégie mise en place, l'organisation mise en place, tout ce qui est prévu au sein de la gouvernance pour la bonne exécution des accompagnements. Et ensuite, interroger les professionnels pour voir si ce qui a été prévu au niveau de la gouvernance est bien ce qui est décliné sur le terrain. Donc voilà, autour de ces méthodes d'évaluation qui vont permettre de croiser les regards sur la qualité produite par le SSMS. Alors, point particulier, au-delà des entretiens avec les personnes accompagnées, les professionnels et la gouvernance, nous avons également prévu un entretien avec les membres du Conseil de la vie sociale lorsque la structure est dans l'obligation de créer un Conseil de la vie sociale. Donc, nous avons identifié 10 critères à investiguer auprès des membres du Conseil de la vie sociale. Ces critères sont issus des chapitres 1 et 3 et doivent permettre d'apprécier l'implication du Conseil de la vie sociale dans la vie de la structure, dans
le développement de la qualité, dans la promotion de l'expression et la dynamique de participation des personnes accompagnées. L'idée étant de voir comment circule l'information en lien avec les membres du Conseil de la vie sociale. Donc voilà, ce temps-là, cet entretien-là est prévu dans toutes les structures qui ont l'obligation de mettre en place un Conseil de la vie sociale. Enfin, donc, l'ensemble de ces entretiens, l'ensemble des éléments, des consultations ou documentaires réalisés, des observations réalisées par les évaluateurs lors de l'évaluation, vont permettre de coter les critères, les éléments d'évaluation du référentiel. Et donc, pour cela, nous avons défini 5 niveaux de cotation, 1 étant le niveau le plus faible et l'étoile étant le niveau le plus élevé, qui permet de valoriser une organisation, un élément particulièrement optimisé que l'évaluateur souhaite mettre en lumière et valoriser au moment de l'évaluation et dans le rapport d'évaluation. Donc voilà le système de cotation qui est associé aux critères du référentiel. Et j'en arrive à la procédure d'évaluation et je repasse la parole à Véronique. Merci Sandra. Donc, on va effectivement vous faire un aperçu de la procédure d'évaluation. Et là encore à 2 voix. Donc, peut-être commencer par la question de l'auto-évaluation par les établissements et services. Alors, vous le savez, il n'y a plus d'obligation aujourd'hui à transmettre un rapport d'évaluation interne à son autorité. Toutefois, ça ne signifie pas que tout ce qui relève d'une auto-évaluation au sein des structures a disparu. Alors, il n'y a plus d'obligation, on est sur une démarche volontaire, mais on ne peut évidemment qu'encourager chacun des établissements et services à réaliser cette auto-évaluation. Alors, pour quelles raisons est-ce que c'est si important de réaliser une auto-évaluation ? D'abord, parce que c'est l'occasion d'impulser une démarche qui soit collective et participative, qui mette autour de la table à la fois les personnes accompagnées et les professionnels autour de ce sujet de la qualité. C'est une des conditions pour engager une dynamique d'amélioration continue de la qualité. Il y a cette auto-évaluation qui va permettre collectivement d'identifier les points forts de la structure, mais également les axes de progrès. Et donc de pouvoir définir des actions d'amélioration de la qualité à mettre en œuvre et venir ainsi alimenter le plan d'amélioration de la qualité. Et puis, l'autre intérêt tout à fait important, c'est l'occasion de s'approprier les exigences attendues, de pouvoir se poser sur chacun des critères et d'essayer de voir comment est-ce que chacune des structures répond aux exigences qui sont posées. On a un référentiel qui est commun à l'ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux. On a pu construire un référentiel commun parce qu'on a fait le choix d'un référentiel centré sur la personne, mais on a posé presque des exigences de finalité, de résultat. La manière dont chaque structure s'organise pour répondre à ces exigences lui appartient. Et donc, d'où l'importance de ce travail fait en interne. Et puis, une fois que ce travail est fait, il est diffusé au sein de la structure pour que chacun puisse s'approprier les sujets tels qu'ils ont été posés et les actions telles qu'elles ont été décidées. Et puis, ça va venir nourrir la visite d'évaluation lorsque l'organisme évaluateur va venir sur site. Les structures pourront valoriser cette réflexion menée et pourront valoriser d'ores et déjà les actions mises en œuvre après auto-évaluation. En procédant ainsi, c'est une manière de répondre aux exigences qui sont portées dans les critères de l'objectif 3.10, qui est que l'établissement, le service, définit, déploie sa démarche d'amélioration continue de la qualité et de gestion des risques. Évidemment, ça n'est pas la seule manière de répondre à cet objectif. Les structures peuvent aussi, en parallèle, avoir développé d'autres démarches, avoir intégré des démarches de labellisation, de certification, et c'est bien l'ensemble de ces actions qui sont complémentaires et qui visent à améliorer la qualité et qui permettent de répondre à cet objectif. Sandra, alors un sujet un peu épineux, le rythme et le calendrier de l'évaluation. Oui, alors en effet, donc comme vous avez pu le constater, le rythme a été rapproché puisque les évaluations sont à partir de maintenant attendues tous les 5 ans, non plus
à 7 ans comme auparavant. Donc, le décret du 26 avril 2022 vous a confié la programmation pluriannuelle de ces évaluations. Donc, le premier cycle d'évaluation attendu. Alors, une mesure transitoire qui concerne les structures autorisées en 2008-2009 qui devront, elles, entrer dans l'évaluation les premières, puisqu'elles devront vous transmettre leur rapport d'évaluation au plus tard le 30 juin 2023. Donc, ce qui oblige à programmer son évaluation prochainement, et en tout cas au moins tout début 2023. Donc, mais à part ces structures-là, toutes les autres connaîtront leur date, la date à laquelle elles devront réaliser leur évaluation, lorsque vous aurez publié l'arrêté de programmation pluriannuelle qui répartit les structures entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2027. Donc, le décret vous donne jusqu'au 1er octobre 2022 pour publier ces arrêtés, et permettre aux structures de connaître la date à laquelle elles devront réaliser leurs évaluations entre juillet 2023 et décembre 2027. L'objectif étant évidemment de lisser l'activité d'évaluation sur les 5 années pour ne plus se retrouver dans ce pic d'activité qui était dû au système antérieur qui prenait en compte les dates d'autorisation et qui amenait toutes les structures à réaliser, 80% des structures existantes à réaliser leur évaluation la même année et donc à vous transmettre leur rapport d'évaluation la même année, ce qui rendait difficile leur exploitation, enfin souvent difficile leur exploitation. Donc voilà, l'objectif a été dans ce décret de lisser l'activité sur les 5 années pour permettre une meilleure exploitation également des rapports d'évaluation par chacun des acteurs qui en disposeront. Donc voilà pour ce qui est du nouveau rythme et du nouveau calendrier des évaluations. Une fois que ce calendrier est connu, la structure va pouvoir organiser la visite d'évaluation et donc planifier en détail le déroulé de la visite d'évaluation avec l'organisme qu'elle aura pu retenir après mise en concurrence, donc organisme qui doit figurer sur la liste publiée par l'AHS après accréditation du COFRAC. Donc, classiquement, 6 grandes étapes à prévoir, évidemment, l'arrivée sur site avec la réunion d'ouverture, la visite de la structure pour bien comprendre dans quel environnement l'évaluation se réalise, l'évaluation elle-même, avec l'organisation des différentes séquences d'évaluation pour permettre à l'évaluateur de coter l'ensemble des critères, donc organiser les séquences d'accompagné traceurs, la rencontre avec les équipes et les rencontres avec la gouvernance pour pouvoir aborder l'ensemble des thématiques du référentiel et des chapitres du référentiel. Évidemment, la synthèse entre les intervenants qui permettra ensuite le débriefing avec la gouvernance et le bilan de fin de visite qui peut se réaliser auprès de l'ensemble des personnes, par exemple, qui ont participé aux entretiens, mais ça reste au choix de la structure. Donc voilà, un planning détaillé qui doit permettre la réalisation de l'ensemble des séquences d'évaluation réalisées par un organisme figurant sur la liste publiée par la Haute Autorité de Santé. Je vais revenir sur les critères impératifs qu'on évoquait tout à l'heure, puisqu'il va aussi y avoir une incidence sur le rapport d'évaluation et sur ce qui va se passer après la visite, puisque sur les 18 critères dits impératifs, qui doivent être totalement satisfaits, si une structure était cotée, ne satisfaisait pas totalement un de ces critères, un ou plusieurs, il y aurait pendant la visite la nécessité pour l'organisme de produire un formulaire dédié qui permet d'aller un peu plus loin sur le critère considéré et de mener des investigations complémentaires pour donner un maximum d'informations dans le rapport sur les éléments qui n'ont pas permis la cotation à 4 du critère considéré. Une fois que la structure a réceptionné son rapport d'évaluation, elle devra élaborer un plan d'action priorisé sur ces critères-là
pour pouvoir vous l'adresser en lien avec le rapport et vous présenter le plan d'action priorisé qu'elle a imaginé pour répondre et améliorer la situation sur ces critères dits impératifs. Ensuite, vous pourrez, en tant qu'autorité, procéder à des investigations complémentaires, demander des ajustements de ce plan d'action priorisé pour pouvoir permettre peut-être une avancée plus rapide sur une amélioration attendue. Donc voilà, un focus spécifique qui nécessite un plan d'action priorisé et une prise en compte immédiate à l'issue de la visite d'évaluation. Évidemment, on a précisé cela, mais ça va de soi, il n'est pas possible de coter non concernés pour un critère impératif puisqu'il concerne toutes les structures et font vraiment partie des champs d'application les plus larges puisque ça concerne les droits fondamentaux des personnes, évidemment, et ça concerne bien toutes les structures. Alors, ce rapport de visite qui vous sera transmis, évidemment, je crois que c'est Véronique d'ailleurs qui veut à qui je passe la parole. Bon, je vais vous présenter la structuration du rapport de visite. On l'a pensé pour en faciliter la lecture et l'exploitation, à la fois par les structures, mais également par les autorités. Vous avez bien compris qu'on essaye de répondre au mieux à cet enjeu d'outils de dialogue entre la structure et les autorités. Donc, le rapport, il sera structuré toujours de la même manière. D'abord, une première partie qui présente l'établissement ou le service, tout simplement hein, son nom, son dirigeant, son numéro finesse, la date de l'évaluation, l'organisme qui a évalué, enfin, un certain nombre d'éléments purement administratifs. Ensuite, une présentation de la cotation, de l'exhaustivité des critères et objectifs qui devaient être investigués dans le cadre de cette évaluation, et puis éclairer des observations qui ont conduit les évaluateurs à coter ces critères. Un focus sur les critères impératifs, et vous avez bien compris avec ce que Sandra vient de présenter, l'importance, donc un rappel autour de la cotation des critères impératifs et des éléments d'observation. Et puis ensuite, une synthèse. Alors, une synthèse par chapitre des différentes thématiques du référentiel d'évaluation avec une représentation graphique du niveau d'atteinte en fonction de chacune des thématiques, un rappel des axes de progrès et des points forts de la structure identifiés par les évaluateurs. Enfin, une cinquième partie qui reprend le niveau global atteint par l'établissement ou le service avec une représentation graphique, chapitre par chapitre, du niveau de qualité. Enfin, une dernière partie qui est consacrée, qui est réservée aux observations émises par la structure, c'est-à-dire qu'à la fin de la visite d'évaluation, l'évaluateur a 1 mois pour envoyer son rapport, et là, il y a un temps d'1 mois encore où la structure peut émettre un certain nombre d'observations au regard des éléments constatés par l'évaluateur. Et ça, évidemment, on le laisse de manière tout à fait transparente et ça fait partie du rapport d'évaluation transmis aux autorités. Alors, ce rapport, il est transmis aux autorités, on l'a dit, à la fois pour le renouvellement d'autorisation et pour le dialogue de gestion, je n'y reviens pas. Nouveauté, il va être transmis également à la Haute Autorité de Santé et pour nous, ça a 2 intérêts. Un premier qui est de pouvoir contrôler le travail des évaluateurs, s'assurer qu'ils ont bien compris et le référentiel et les méthodes et qu'ils se conforment au rapport tel que nous l'avons défini, mais également de pouvoir avoir une analyse globale sur le niveau de qualité atteint par les établissements et services pour pouvoir repérer éventuellement certains critères, certains objectifs qui pose problème à toute ou partie du secteur, ce qui nous conduirait à ce moment-là à inscrire à notre programme de travail des recommandations ou l'élaboration d'outils méthodologiques pour pouvoir venir aider, faire monter en compétence le secteur. Et puis, évidemment, on exploitera également ces données quand il s'agira de réviser le référentiel d'évaluation et l'ensemble du dispositif. Et puis, également, une diffusion de ce rapport de visite
comme pour l'auto-évaluation, il y a un enjeu de diffusion en interne auprès des différentes instances, que ce soit le conseil d'administration, que ce soit les instances représentatives du personnel, évidemment le conseil de la vie sociale, pour en faire un objet qui se discute, qui se débat et surtout qui permette de comprendre les choix faits en termes d'action d'amélioration de la qualité. Et puis, vous le savez, dorénavant, les résultats de l'évaluation seront seront publiés. Les modalités de publication ne sont pas encore définies, elles le seront par décret. Et c'est un chantier qui reste encore sur le travail. Ça ne s'arrête pas là. On est bien dans une démarche continue. Donc, une fois le rapport d'évaluation envoyé, le plan d'action défini, éventuellement le plan d'action relatif aux critères impératifs transmis aux autorités et définis en interne, eh bien, il faut mettre en œuvre ces actions et suivre le plan d'action. Et ça, le support idéal pour le suivi du plan d'action et le pouvoir valoriser les actions qui ont été engagées, ça reste toujours le rapport d'activité annuel, comme ça l'était précédemment. Et ce rapport d'activité étant envoyé chaque année aux autorités, là encore, ça va permettre de poursuivre le dialogue autour de ces questions entre les structures et leurs autorités. Alors, j'arrive à la dernière partie de cette présentation et puis ensuite, on répondra à vos questions sur ce qui concerne les évaluateurs. L'IGAS, quand elle a produit son rapport en 2017 sur le dispositif d'évaluation, avait pointé des faiblesses sur le système d'habilitation des organismes autorisés à procéder à ces évaluations, des faiblesses à la fois sur un plan de l'indépendance et à la fois sur un plan de la compétence ou de la professionnalisation. Et donc, l'IGAS avait vraiment recommandé qu'un travail spécifique soit fait et qu'une sélection plus stricte soit réalisée au regard du système d'habilitation qui aujourd'hui fonctionnait de manière purement administrative. Le choix a été fait par la puissance publique d'opter pour une accréditation réalisée par le COFRAC sur la base de la norme 17020 et sur la base d'un cahier des charges confié à la Haute Autorité de Santé et qui porte des exigences spécifiques complémentaires à la norme d'accréditation. Ce dispositif est décrit, prévu par le décret du 28 avril 2022. Une fois que ce décret a été publié, ça nous a permis à nous de pouvoir faire valider et publier le cahier des charges que nous avions préparé. Ce cahier des charges, vous avez bien compris, il porte des exigences complémentaires à la norme et pour en faciliter l'appropriation, nous l'avons structuré sur le même modèle que la norme d'accréditation. Il prévoit un certain nombre d'exigences en termes d'indépendance des organismes, mais également de professionnalisation et de montée en compétences des intervenants. Et là, c'était vraiment une réponse aux recommandations du rapport de l'IGAS. Nous avons aussi fixé un niveau d'activité des organismes avec un niveau de 4 visites par an sur un cycle de 5 ans. Et puis, nous avons prévu l'engagement, enfin, il y a une obligation pour ces organismes à utiliser les outils et méthodes de la HAS et le rapport d'évaluation dans leur mission. Et puis, il est également prévu des contrôles renforcés de l'activité des organismes, contrôles réalisés par le COFRAC, notamment sur site, mais également contrôles réalisés par la Haute Autorité de Santé, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, puisque nous avons accès dorénavant au rapport. Cette accréditation, contrairement au modèle précédent, est délivrée pour une durée de 4 ans et avec des renouvellements de 5 ans, alors que précédemment, une fois qu'un organisme était habilité, il était de manière définitive.
Très concrètement, ça veut dire que ces organismes préparent leur dossier au regard des exigences de la norme et du cahier des charges de la Haute Autorité de Santé, le transmettent au COFRAC, qui va délivrer, qui va décider ou non de la recevabilité du dossier. Et une fois qu'ils ont cette recevabilité, ces organismes sont autorisés à démarrer des évaluations. Ils en informent donc la HAS en déposant leur recevabilité sur la plateforme SINAE, le système d'information que nous sommes en train de développer. Et ce système d'information permet de mettre à jour de manière quotidienne automatique la liste des organismes qui sont autorisés à procéder à ces évaluations. Dans un deuxième temps, une fois que les premières évaluations démarrent, le COFRAC vient examiner le travail des évaluateurs sur site et délivre à ce moment-là une attestation d'accréditation qui est valable pour 4 ans pour la première fois et 5 ans les fois suivantes. J'ai vu qu'il y avait des questions sur la liste des organismes. Il y a déjà une liste avec 26 organismes qui ont déjà reçu leur courrier de recevabilité de la part du COFRAC et cette liste, elle est amenée à évoluer, à s'enrichir. Encore une fois, comme je vous le disais, cette mise à jour, elle est automatique et quotidienne. Ces organismes ont également une obligation d'information si leur accréditation, s'ils perdent leur accréditation ou si elle est suspendue. Et dès qu'il y a retrait de cette accréditation, l'organisme est également retiré de la liste publiée par la Haute Autorité de Santé. Ce qui signifie que c'est que lorsqu'on cherche un organisme pour son évaluation, il faut toujours aller se référer à la dernière liste publiée par la HAS, à la fois sur SINAE et sur le site Internet. Voilà, donc nous avons fini cette présentation. Peut-être vous dire quand même en conclusion que nous en sommes, donc vous avez bien compris que nous avons publié tout ce qu'il y avait à publier pour permettre au dispositif de se mettre en place. Aujourd'hui, nous sommes plutôt dans une dynamique d'accompagnement au déploiement et d'accompagnement à l'appropriation des outils par l'ensemble des acteurs. C'est la raison pour laquelle on a réalisé ces 3 webinaires. C'est la raison pour laquelle nous intervenons régulièrement avec les acteurs nationaux pour pouvoir présenter la démarche. Nous répondons aux courriels. Je vous invite à aller sur le site internet de la HAS. Il y a également une foire aux questions que nous enrichissons régulièrement en fonction des questions qui nous sont remontées. Et nous avons comme projet, au premier semestre 2023, d'aller présenter ce dispositif en région, en lien avec les autorités. Ce sont des journées que nous sommes en train de préparer avec l'Ancréail et la FORAP pour pouvoir permettre à la fois une présentation telle qu'on vient de la faire, mais également de pouvoir travailler sur des situations plus concrètes qui pourront illustrer la démarche dans l'ensemble des établissements et services. Voilà, Christian, je te rends la parole. Merci Véronique, je l'accueille volontiers, cette remise de la parole. Véronique vient de donner des indications matérielles intéressantes, mais je les reprends quand même brièvement. Le webinaire d'aujourd'hui, vous pouvez le retrouver sur le site de la HAS, comme les webinaires anciens. Et puis, les supports sont présents et à votre disposition. Ça ne vous étonnera pas, Geneviève, il y a beaucoup de questions qui concernent la DGCS, et parmi celles-ci, j'ai recensé toute une question autour des arrêtés qui sont à intervenir sur le thème est-ce qu'il y a un modèle d'arrêté, les dates qu'on doit mettre dans l'arrêté, est-ce que ça doit être des dates fixes ou plutôt des périodes, est-ce qu'on doit préciser que ce qui vaut pour un établissement principal vaut aussi pour l'établissement secondaire, toutes ces questions qui relèvent au fond de vous, est-ce qu'il y aura une instruction des GCS. Est-ce que vous pouvez répondre à nos internautes sur ce point-là? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Oui, il y a plusieurs documents qui ont été préparés par la DGCS pour appuyer et accompagner les autorités de tarification et de contrôle pour réaliser la programmation. D'une part, il y a des modèles d'arrêté de programmation qui sont en phase finale de validation, donc ils seront diffusés prochainement, vraisemblablement en tout début de semaine prochaine. Par ailleurs, il y a une foire aux questions
qui est également préparée et qui vous sera transmise dans les mêmes délais. Et ces documents seront également, bien sûr, disponibles sur le site de la DGCS. En ce qui concerne l'instruction, elle viendra dans un deuxième temps, mais elle est bien prévue, effectivement. Merci Geneviève. Il y a une autre question qui est venue dans le chat, c'est sur la tarification des missions qui sont opérées par les autorités, enfin les sociétés accréditées pour l'évaluation. Est-ce qu'il y a une intention de publier un tarif de référence ou pas du tout? Alors, peut-être. Alors nous, comme on s'était interrogé tous ensemble aussi pour savoir si on pouvait encadrer les coûts, ce qui n'est absolument pas possible puisqu'on est dans un marché européen, donc soumis à la concurrence. Par contre, nous allons relever les différents tarifs pratiqués et produire, comme on le faisait par le passé, des moyennes par type de structure, ce qui permettra d'avoir une idée du coût moyen d'une évaluation. Mais a priori, il ne nous est pas possible de prévoir et d'encadrer le coût de ces évaluations. Geneviève, je pense qu'on est d'accord? Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. C'est un marché concurrentiel. C'est compliqué de réguler. On est dans le cadre de la libre prestation de services européenne et évidemment, on ne peut pas mettre des règles d'encadrement. Après, peut-être dire quand même, Christian, oui. que le fait qu'il y ait un référentiel, qu'il y ait des méthodes, enfin on a déroulé, il y a quand même un cadre qui probablement donnera, enfin de fait va structurer aussi probablement cette partie financière. C'est-à-dire qu'on ne l'encadre pas, mais il n'y a pas autant de liberté qu'il y en avait précédemment par rapport aux propositions faites par les évaluateurs. Maintenant, il y a une série de questions que je voudrais aborder avec vous qui rentrent un peu plus dans soit dans les détails opérationnels de l'évaluation, soit des questions plus délicates. Je pense notamment à une première question qui est posée par Daniel Demange. Est-ce qu'il y a une équivalence ou est-ce qu'il y a toujours des équivalences avec la certification ou pas? Où est-ce qu'on en est? Alors moi, je connais la réponse, mais je propose à Véronique ou à Sandra ou à Geneviève de donner une réponse plus étayée que ma connaissance assez générale du sujet, mais mon petit doigt me dit que les certifications ne sont pas interdites, mais qu'elles ne rentrent plus dans le champ de compétences de l'évaluation. Véronique ou bien Geneviève ou Sandra? Je vais peut-être démarrer, puis Geneviève complétera peut-être après, mais de dire que ces équivalences, elles ont été prononcées sur la base du cahier des charges tel que défini à l'annexe 310 l'annexe 310, qui était en lien avec l'article 318 du Code de l'action sociale et des familles. Cette annexe, elle a été supprimée et cette équivalence, de fait, n'existe plus. Le principe des équivalences continue d'exister, il n'a pas été supprimé. Et voilà, après la Haute Autorité de Santé, moi, je vous dis notre position, c'est qu'il y a, et je le mentionnais dans la présentation, il y a un intérêt à ces certifications ou à ces démarches de labellisation parce qu'elles viennent soutenir, étayer les démarches qualité. Par contre, par rapport à la démarche d'évaluation, il nous semble qu'il y a une complémentarité, mais qu'il ne peut pas y avoir de subsidiarité. Geneviève, un complément, un supplément? Je pense que Véronique a tout dit, à savoir qu'avec le nouveau référentiel de la HAS, le cahier des charges de l'évaluation externe a été abrogé et donc il n'y a plus d'équivalence en ce qui concerne les certifications qui auparavant existaient et qui bénéficiaient de cette équivalence. Merci beaucoup. Je voudrais venir à une question qui tourne autour de la gouvernance. Autant dans les évaluations qui courent pour le système de soins, on sait que c'est le cadre de direction de l'hôpital, mais quand on est dans des structures sociales et médico-sociales et que la gouvernance est une gouvernance associative, est-ce qu'on entend par gouvernance, parce qu'il est dit dans le cahier des charges qu'il faut se rapprocher de la gouvernance? Et est-ce qu'on peut préciser ce que c'est que cette notion de gouvernance? Est-ce que c'est le conseil d'administration, son président et les élus, ou est-ce que c'est le corps de direction? Alors l'enjeu, c'est que lors de l'entretien soient présents
les membres de la gouvernance qui ont une réelle action et une action sur le quotidien de l'organisation de la structure, sur l'organisation des équipes, les stratégies mises en place pour répondre aux besoins des personnes accompagnées. Donc, il y a évidemment les directions, peut-être les directions régionales. Il y a, pour les structures associatives, il peut y avoir le président du conseil d'administration. Voilà, l'enjeu, c'est d'avoir les personnes autour de la table qui sont en capacité de répondre aux critères qui sont évalués et qui peuvent donner les grandes orientations stratégiques qui sont posées au sein de la structure et qui peuvent aussi expliquer l'organisation, la déclinaison de cette organisation qui est prévue sur le site évalué en particulier. D'accord. J'avais une autre question qui est arrivée sur les rapports d'évaluation, sur la façon dont ils allaient être rendus publics, évidemment, et puis aussi des questions sur le point de savoir si c'est l'envoi du rapport d'évaluation aux autorités de tarification ou les résultats de l'évaluation qui conditionnent le renouvellement. Autrement dit, est-ce qu'il faut absolument qu'il y ait un rapport qui soit envoyé ou est-ce que ce rapport doit être positif? Geneviève, peut-être, sur les questions de modalités de publication. Non, alors ce sujet des modalités de publication doit faire l'objet d'un décret. Les travaux doivent être programmés, donc non. La réponse est non. Ce n'est pas encore connu. Peut-être dire que dans les réflexions, il y a à la fois les supports et le contenu même de ce qui sera publié qui n'est pas encore décidé. Oui. Oui. Du côté des supports, justement, on demande si les trames d'analyse des rapports vont être publiées ou pas pour les autorités de tarification et de contrôle. Est-ce qu'elles auront ces documents de référence ou pas? Mais je crois, alors je ne suis pas sûre de comprendre la question, Christian, mais le rapport dans son exhaustivité sera transmis aux autorités de tarification et de contrôle. Ce que je vous ai présenté comme étant la présentation, la cotation, critère par critère, les observations sur chacun de ces critères et toutes les synthèses, tout ça, ça sera transmis dans son intégralité aux autorités de tarification et de contrôle. Ce qui reste encore à discuter, c'est qu'est-ce qui sera le contenu même de ce qui sera rendu public sur des sites, enfin sur des supports qui restent encore à définir, et puis avec un enjeu qui a été pointé par les acteurs et qui nous paraît essentiel, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on rend public des résultats d'évaluation et que l'évaluation a lieu une fois tous les 5 ans, évidemment en 5 ans, les résultats, ils évoluent. On a des structures qui mettent en place des actions pour pouvoir s'améliorer, et donc ce qui aura été vu à un moment donné évolue et que la structure peut progresser. Et donc, il y aura un enjeu dans ce qui va être réfléchi sur ce qui sera rendu public, un enjeu à pouvoir aussi rendre compte de la dynamique mise en œuvre par les établissements et services suite à la publication de cette évaluation. D'accord. Et pour compléter cette question-là, j'ai une question de Sophie Lafont qui demande si, malgré les échanges sur le plan remis, les autorités ne sont pas d'accord avec les attendus de l'établissement. Est-ce qu'il faut en prendre acte et est-ce que ça suffit pour renouveler l'autorisation ou est-ce qu'il faudra des procédures en appui à cette évaluation? Autrement dit, quand il y a des correctifs à mettre dans la programmation de l'établissement, est-ce que ça suffit de déclarer ces correctifs ou est-ce qu'il faut aller plus loin? Ce sont des questions très précises que se posent les agences et les autorités de tarification et de contrôle qui veulent en savoir un peu plus. Alors, on est probablement un petit peu mal à l'aise à la HAS pour répondre à ces questions précises-là. C'est plutôt à vous, Geneviève, de dire comment vous allez, parce que là, on est du côté de l'évaluation qui est déjà faite et au fond, c'est un peu à vous de fixer les règles. Alors, ce que prévoit l'article L313.1 du SASF, c'est que le renouvellement de l'autorisation se fait sur la base des résultats de l'évaluation. Avec la réforme, ce qu'il faudra bien prendre en compte, c'est l'ensemble des rapports d'évaluation qui ont été réalisés par la structure
entre la date de début de l'autorisation et la 13e année d'autorisation. Donc, ce n'est donc pas sur une seule évaluation que le renouvellement de l'autorisation va se décider. Ça, c'est la première chose. Après, la seconde chose, c'est que c'est vraiment l'autorité de contrôle, de tarification et de contrôle, qui a la main pour décider du renouvellement ou non de l'autorisation. Et si elle estime vraiment que le plan d'action ne lui convient pas, c'est à l'issue d'un dialogue de gestion qui aura lieu avec la structure qu'elle prendra pleinement cette décision, à mon sens. D'accord. Il y a aussi toute une série de questions autour de la fameuse date du 1er octobre 2022. Les autorités posent la question de savoir si c'est une date qui est incontournable ou si on peut imaginer qu'il soit dérogé à cette date du 1er octobre 2022. Non, le décret prévoit au plus tard une publication des arrêtés de programmation au 1er octobre 2022. Donc, il n'est pas possible de déroger à cette règle. En revanche, ce qu'il faut peut-être préciser, c'est que la programmation qui est attendue des autorités, c'est une programmation pluriannuelle, ce qui fait que c'est une programmation finalement assez souple, puisqu'il faut répartir l'ensemble des ESMS sur le territoire et relevant de l'autorité concernée sur 5 années. Ce que nous avons préconisé par ailleurs pour ajouter, enfin à la fois pour répondre à l'objectif de souplesse, à la volonté de lissage également du rythme de transmission des rapports d'évaluation pour éviter les goulots d'étranglement qu'on a connus par le passé, c'est d'essayer d'affiner la programmation pour envisager des trimestres civils, une répartition par trimestre civil au sein de chaque année. Si, compte tenu de l'avancée des travaux des autorités, cette précision leur paraît trop compliquée à mettre en œuvre dès la première programmation, elles peuvent s'en tenir à une programmation année par année et qui doit leur permettre normalement donc de tenir la date du 1er octobre. D'accord, donc on est plutôt sur l'indication de période plutôt que de date, et avec une date du 1er octobre qui est un impératif. Est-ce qu'on prévoit un arrêté par organisme gestionnaire ou est-ce qu'on peut mettre plusieurs organismes gestionnaires dans le même arrêté? Alors, c'est vraiment dans la même logique que les arrêtés de programmation des CEPOM, c'est-à-dire que l'idée, c'est de faire un arrêté pour l'ensemble des ESMS qui relèvent d'une autorité. Après, il y a bien sûr des ESMS qui relèvent de plusieurs autorités, enfin d'autorités conjointes. Et dans ces cas-là, il faut prendre un arrêté pour l'ensemble des ESMS qui vont relever de ces deux autorités, par exemple l'ARS ou le conseil départemental, par exemple. Mais le plus simple, et c'est ce que nous proposons dans les modèles d'arrêté qui seront transmis, c'est de mettre toute la liste des ESMS relevant de chaque autorité compétente. Ok, je reviens un petit peu à la demande générale, si je puis dire, sur les établissements dont l'évaluation, enfin, qui ont été autorisés en 2008 et 2009. C'est eux qui sont les premiers dans l'évaluation nouvelle. Et donc, on doit s'attendre dans les fameux arrêtés qui sont à publier pour le 1er octobre 2022 à trouver ces établissements sur cet arrêté-là, ou est-ce que leur sort est différent? Alors, leur sort est différent puisque leur situation est précisée dans les dispositions transitoires du décret du 21 novembre 2021 modifié par le décret du 22 avril 2022 relatif au rythme des évaluations de la qualité des ESMS. Donc, c'est de par les dispositions de ces deux décrets que ces ESMS devront transmettre leur rapport d'évaluation aux autorités entre le 1er janvier et le 30 juin 2023. La programmation portera vraiment sur la période à compter du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2027.
Ok, pardonnez-moi de vous cuisiner un peu, Geneviève, mais il y a des questions sur le point de savoir quand l'instruction de DGCS va sortir, parce qu'évidemment, nos amis des autorités de tarification et de contrôle ont autant de petits doigts sur leurs mains que moi, et ils comptent les jours qui nous séparent du 1er octobre et qui se rapprochent furieusement. Est-ce qu'on peut leur donner une indication? Non, elle est toujours en cours, donc là, ce serait mentir de donner une date. Mais vraiment, les éléments que les autorités vont trouver sur le site de la HAS, à la fois la foire aux questions, les modèles d'arrêté de programmation et également des PowerPoint, ça devrait les appuyer. Et après, dans les éléments qui seront sur la foire aux questions, il y aura bien sûr une adresse mail à laquelle les autorités pourront poser des questions complémentaires si c'est nécessaire. D'accord. Il y a des situations sur lesquelles il y a plusieurs questions. C'est notamment les établissements qui sont sous compétences conjointes de l'ARS et du conseil départemental, par exemple. Est-ce que du coup, les arrêtés de programmation doivent être signés par les deux autorités, ou ce sont des questions très techniques, hein, mais qui pour autant ont l'air de préoccuper un certain nombre des autorités de tarification et de contrôle qui sont en ligne? Alors, les arrêtés de programmation doivent être signés par les autorités, l'ensemble des autorités en charge de l'autorisation de la structure considérée, de chaque ESMS considéré. Donc, en cas de SMS relevant d'une autorisation conjointe, les deux autorités compétentes devront bien être signataires de l'arrêté de programmation. Après, il y a toute une série de questions qui sont posées sur des spécificités dont je ne suis pas sûr d'ailleurs de pouvoir toujours forcément comprendre. Bon, un accueil de jour sous dotation globale de fonctionnement, ça va encore. Doit-il faire l'objet d'une évaluation? Et puis, il y a quelqu'un qui pose une question sur, dans un EHPAD, un service HPV, peut-il ou doit-il faire l'objet d'une évaluation aussi? Ce sont des questions auxquelles on peut répondre, Sandra? Alors, le périmètre des évaluations n'a pas changé, n'a pas été touché par la réforme. Geneviève, tu me corriges si je dis des bêtises, mais le périmètre n'a pas changé. Donc, les structures qui étaient soumises à l'évaluation depuis 2002 le sont toujours aujourd'hui. Par contre, je vois aussi qu'une des questions est de savoir si une structure PHV expérimentale doit faire son évaluation. Les structures expérimentales ne sont pas soumises à l'évaluation telle que prévue ici. Elles sont soumises à l'évaluation dans le cadre de l'expérimentation. C'est une fois qu'elles rentrent dans le droit commun qu'elles rentrent dans ce système d'évaluation tous les 5 ans, etc. Donc, juste ce point-là, sur les structures expérimentales, elles ne rentrent pas dans ce dispositif-là avant de rentrer dans le droit commun. Donc, elles seront évaluées, comme vous le prévoyez, je crois, dans les arrêtés, enfin, dans les autorisations, mais d'abord au titre d'expérimentation, pour savoir si ça rentre dans le droit commun ou pas, et ensuite, ça peut passer éventuellement dans le système d'évaluation. Geneviève, c'est juste? Oui, c'est tout à fait juste, et donc il ne faudra pas inclure ces établissements ou services dans les arrêtés de programmation. Alors, dans ce même registre-là, il y a une question sur le point de savoir si il faut une évaluation unique pour un dispositif ITEP, CESAT, CAF, ou il faut réaliser une évaluation pour chaque ESMS composant le dispositif. Est-ce qu'on est capable de répondre à cette question à ce stade de notre aventure commune? Geneviève. Alors, est-ce que dans la question, il est précisé si l'ensemble de ces structures font l'objet d'une autorisation ou de plusieurs autorisations distinctes? Ben non, on ne le dit pas dans la question. Si Valérie Guénaud, étant toujours en ligne et qu'elle veut bien préciser la question, on l'apprendra avec sa précision. Alors, j'ai aussi des questions. Il faut peut-être prendre les deux hypothèses, peut-être, Geneviève. Ouais. Oui, sur le principe, sinon, c'est qu'une autorisation implique une évaluation. D'accord. Donc, s'il y a plusieurs autorisations qui sont en jeu, cela nécessite plusieurs évaluations. Alors, dans ce même registre, il y a une autre question de Julie François. Certaines structures pour adultes en situation de handicap ont une autorisation unique
mais plusieurs finesses, car elles ont des adresses géographiques distinctes. Est-ce qu'il faut autant de rapports d'évaluation que de numéros finesses? Je crois qu'on avait déjà répondu à cette question dans les webinaires précédents, mais on peut peut-être redonner le sens de la réponse. Geneviève, parce que nous, on renvoie vers les autorités, hein, puisque nous, enfin, l'HAS ne peut pas décider du périmètre de l'évaluation. Donc ça, enfin, je ne sais pas, Geneviève, comment vous allez communiquer ça dans l'instruction, mais ça, pour nous, on renvoie les structures vers leur autorité, puisque nous n'avons pas compétence pour déterminer le périmètre ni le calendrier des évaluations. Alors là, sur cette question-là, je n'ai jamais eu, enfin, il faudrait qu'on creuse avec le service juridique pour vous dire exactement, enfin, pour répondre plus clairement à la question. Alors, j'ai aussi quelques questions pour l'HAS, mesdames Gadi et Grimaldi. Je vois que quelqu'un se plaint de ne pas avoir pu avoir accès à son dossier sur Sinae, pas pu l'ouvrir. Est-ce que quand on a, entre guillemets, un bug, si les personnes se retournent vers l'autorité de tarification, l'autorité peut-il dire « voyez ça avec la HAS chez l'excellente Véronique Gadi ou l'excellente Sandra Grimaldi ». Est-ce qu'on peut, quand on a quelque chose qui ne va pas, venir vers vous? Tout à fait. Alors, il y a un lien sur Teams qui permet d'accéder et d'écrire au support. Donc, nous sommes une équipe de 4 chefs de projet derrière les écrans pour prendre en compte ces demandes et permettre aux structures d'accéder le plus rapidement possible à leur auto-évaluation s'ils souhaitent créer une auto-évaluation. De même que nous traitons les demandes des organismes pour pouvoir déposer leur courrier de recevabilité et donc figurer sur la liste. Donc oui, il y a des personnes physiques derrière Sinae pour traiter les bugs s'il y en a et permettre aux structures d'accéder à leur dossier, étant entendu que quelques difficultés sont dues au fait que nous lions la création du compte, puisqu'il faut bien quelque chose qui permet de sécuriser l'entrée sur Sinae et le portail de la HAS. Nous lions la création des comptes au numéro finesse. Et quelquefois, il y a des erreurs dans la base finesse qui font que telle structure n'est pas rattachée à un organisme gestionnaire alors qu'il dépend du même gestionnaire. Donc là, il faut une intervention manuelle puisque Finesse ne reconnaît pas cette structure en lien avec les autres et donc on doit intervenir manuellement. Donc on intervient, on fait ce qu'il est possible de faire pour pouvoir rattacher ces structures le plus rapidement possible. Mais en tout cas, oui, on prend en compte les demandes sur le support pour pouvoir permettre les accès tels que prévu. Donc, si les autorités de tarification et de contrôle ont connaissance d'une situation comme ça, si on se plaint devant elles, il faut qu'elles renvoient vers toi, Sandra. Oui, vers l'adresse qui est sur le support et qui permet de nous écrire directement. Parfait. Et il y a une question qui est, dont on peut pressentir la réponse, mais je la pose quand même. Quel lien peut-on faire entre les évaluations et le programme ONIC suite à l'affaire Orpea qui prévoit des contrôles sur pièces? Alors, on a déjà eu l'occasion précédemment de dire que l'évaluation, c'était une chose et les contrôles, c'était une autre. Est-ce que vous pourriez compléter cette réponse un peu large de ma part? Alors, un peu large, mais en même temps réel, c'est-à-dire que, et c'est quelque chose qu'on a vraiment réaffirmé au moment de l'affaire Orpea, évaluation et contrôle, ce sont 2 démarches qui sont différentes. L'évaluation, vous l'avez compris, elle vise vraiment à embarquer des professionnels, elle vise à nourrir la démarche d'amélioration continue de la qualité et elle est très différente d'une démarche de contrôle. Après, il est évident que si l'évaluation réalisée montre un certain nombre de points, d'axes de progrès ou que sur les critères impératifs, l'établissement vraiment ne satisfait pas du tout, ça peut amener l'autorité à déclencher une visite d'inspection-contrôle. Mais ce n'est pas l'évaluation qui va pouvoir directement apporter des éléments là-dessus. Ça peut éclairer la décision de l'autorité qui va décider de faire cette visite. Voilà, c'est là où il y a une articulation évidente, mais
une visite d'évaluation ne peut pas remplacer, ne produit pas la même chose qu'une visite d'inspection-contrôle. Bon, eh bien, je puis vous dire, en tout cas, qu'en ayant sous les yeux la liste des questions qui sont posées, je pense qu'on n'est pas prêt de raccrocher, même si on va devoir raccrocher parce qu'il y a une obligation. Mais il y a plein de questions qui nourriraient, je pense, plusieurs pages de foire aux questions. J'en ai par exemple une ici que je vois. Pour les dispositifs intégrés ITEP, est-il possible de faire une évaluation unique pour l'ITEP et le CESAD? Donc, c'est pour les ITEP qui sont intégrés dans un CESAD. Et puis, il y a encore des questions, après qu'on ait évoqué les ESMS expérimentaux, Sandra, où on a dit qu'ils relevaient du 312-8, et la personne pose la question de savoir si l'évaluation mentionnée au 313-7 n'est pas la même démarche que le 312-8. Là, je vous avoue qu'on rentre dans des degrés de raffinement qui justifient plus un séminaire de travail qu'un webinaire, mais est-ce qu'on peut répondre à ces deux questions-là sur un dispositif ITEP intégré dans un CESAD? Est-ce que c'est une évaluation unique? Et puis le deuxième point sur les ESMS expérimentaux. Geneviève. Oui, Geneviève. Alors j'avoue que je connais mal en fait ces structures. Si on raisonne par logique toujours d'autorisation, puisque c'est ce qui est le fil conducteur pour déterminer s'il y a évaluation ou non. Si la structure fait l'objet d'une autorisation unique pour les deux structures, il y aura une seule évaluation. Si les deux structures relèvent d'un seul gestionnaire, même s'il y a deux autorisations, en revanche, il y aura tout à fait possibilité de programmer des échéances d'évaluation, de transmission de rapports d'évaluation, des échéances conjointes, et donc avec un seul rapport et deux volets par contre spécifiques pour chaque type de structure. Et il y a quelques questions qui sont insistantes. Les personnes reviennent sur le chat avec leurs questions parce qu'on n'y a pas vraiment répondu. C'est la fameuse grille d'analyse des rapports. Autrement dit, les autorités de tarification et de contrôle se disent c'est bien beau, on va faire des nouveaux rapports d'évaluation, ils vont nous arriver, mais comment on va s'emparer cette matière? Est-ce qu'il y aura des guidelines pour s'emparer de ces grilles, de ces rapports d'évaluation? Est-ce que c'est quelque chose qui doit venir ou pas du tout? Je dirais que les guidelines pour lire les rapports d'évaluation avaient du sens au moment où ils n'étaient pas homogènes. Aujourd'hui, la structuration même du rapport d'évaluation va en faciliter et la lecture et l'exploitation, va faciliter la possibilité de comparer avec les autres structures du territoire. Donc, alors, bon, il faudra voir si, avec du recul, les autorités ont besoin encore de guidelines, on pourra rééchanger. Mais logiquement, la manière dont on a structuré le rapport rend inutile la nécessité de produire à côté, en plus, un guideline sur la lecture de ce rapport. En tout cas, c'est notre hypothèse, mais on pourra la mettre à l'épreuve. Bon, il y a beaucoup de questions, Geneviève, sur le délai du 1er octobre qui paraît difficilement atteignable pour un certain nombre d'endroits, notamment qu'on a précisé maintenant qu'il allait falloir les signatures des différentes autorités, que ça rend difficile les choses. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut répondre à ça. Est-ce qu'on, avec cette date impérative, je sens bien que ça… Alors, je retourne vers d'autres questions. Voilà, il y a encore des questions sur quel risque juridique si on dépasse le 1er octobre. Quelqu'un qui insiste en disant, je réitère que c'est un délai intenable. Alors, le magistrat administratif que je suis se dit que ce n'est pas très grave. Si on dépasse le délai, il y a un risque contentieux de quelqu'un qui peut se plaindre, mais je ne sais pas si ça a vraiment une réalité. En tout cas, il faut essayer de faire avec. Je ne sais pas comment on peut faire autrement. C'est toutes les difficultés d'une politique publique quand des dates sont fixées dans des lois ou dans des décrets et qu'on ne peut pas les modifier aussi souplement qu'on le voudrait. J'avais aussi des questions que j'avais repérées sur le chat à propos de la durée d'une évaluation. Il y a beaucoup de questions. Je ne sais pas d'ailleurs si elles viennent des autorités de tarification et de contrôle ou bien des organismes accrédités. Mais c'est quoi la durée moyenne d'une évaluation?
On a dit tout à l'heure qu'on ne pouvait pas donner de tarif indicatif, ou en tout cas prescrire de tarifs. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut jauger par quantité d'activité d'un établissement? Alors, on a encadré dans le cahier des charges uniquement la composition de l'équipe d'évaluateurs, puisqu'ils devront à minima être 2 évaluateurs lors de la visite. Par contre, la durée de la visite doit permettre, avec le schéma que je vous ai montré tout à l'heure et la fiche pratique qui figure dans le manuel d'évaluation, la durée doit permettre de passer en revue l'ensemble des critères à évaluer, donc des thématiques à évaluer, et de pouvoir poser l'ensemble des séquences d'évaluation avec les différentes personnes avec lesquelles les évaluateurs vont devoir s'entretenir, avec la consultation documentaire qui est prévue, les observations qui sont prévues. Donc, tout va dépendre aussi si la structure est monosite, si une structure est organisée sur 3 sites différents où il va falloir aller réaliser des accompagnés traceurs sur les différents sites. Donc, sachant qu'on a établi qu'il y a un minimum de 3 accompagnés traceurs à réaliser, tout ça va permettre de constituer le planning et donc de définir la durée associée à la visite d'évaluation. Mais en gros, sur des petites structures, nous, sur certaines structures, lors de l'expérimentation, nous avons passé 2 jours dans une structure pour pouvoir passer en revue l'ensemble des critères de référentiel, mais on était en monosite avec un seul lieu dans lequel on réalisait les évaluations. Donc ça, c'est à déterminer dans le contrat entre le SSMS et l'organisme sélectionné, et ça va permettre de caler ce planning de visite qui va permettre de coter l'ensemble du référentiel qui concerne la structure. Et est-ce que pour les évaluations des sites médico-sociaux, on a calibré la nécessité, par exemple, d'avoir quelqu'un du médical dans l'équipe d'évaluation ou pas du tout? Alors, on a précisé dans le cahier des charges qui s'impose aux organismes que pour ceux qui interviennent dans le secteur médico-social, ils vont devoir disposer de compétences qui permettent de réaliser des évaluations, notamment du circuit du médicament, etc. On n'a pas précisé, on ne peut pas préciser qu'il faut une compétence médicale en particulier, puisque sinon ça devrait être prévu par la loi, ce qui est prévu notamment du côté de la visite de certification. Mais aujourd'hui, nous, on ne peut pas cibler une profession pour composer l'équipe d'évaluateurs. Par contre, on cible des compétences et peut-être que la législation évoluera, mais en tout cas, aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Ok. Il y a aussi des questions sur les critères opposables. Alors, on sait qu'il y avait une distinction dans le cahier des charges et l'évaluation entre les critères impératifs et les autres. Et il y a une question assez technique à laquelle je pense qu'il serait bien de répondre, puisqu'on nous dit que le critère 362 impératif n'est pas opposable au social. Et on dit, pouvez-vous le confirmer? Alors, est-ce qu'un critère impératif peut ne pas être opposable? Ça me paraît bizarre, mais peut-être que c'est une mauvaise compréhension. A priori, non. C'est quoi le 362? Ben justement, je oui. vais regarder. Il faudra avoir son cahier des charges sous la main. Tout à fait. Non, mais par contre, par principe, c'est ce que je disais tout à l'heure dans la présentation, il n'est pas possible de coter en non concerné un critère impératif. Donc, c'est ce qu'on avait vu lors des groupes de travail et des visites d'expérimentation. Il n'est pas prévu de pouvoir se dispenser de la cotation d'un critère dit impératif. Bon, il semble que ce soit le risque médicamenteux, mais… Ah oui, pardon, c'est le seul, effectivement. C'est le seul que j'indiquais dans la présentation quand j'avais fait le point sur les domaines couverts, sur le critère qui s'applique au secteur médico-social sur la partie circuit du médicament. Okay. La sécurisation du médicament pour les personnes les structures dont c'est la compétence.
Quelqu'un demande si on peut avoir la liste des organismes déjà habilités, mais qu'elle n'est pas disponible sur le site internet de la HAS, mais je répondrai qu'en bonne ménagère, les choses sont bien gardées quand chacun garde les siennes. Donc, c'est sur le site de qui? Du COFRAC ou de la HAS? Non, c'est sur le site de la HAS. C'est sur le site de la HAS. On pourra vous remettre le lien, et qui existe d'ailleurs dans la foire aux questions, il me semble, vers la liste, donc qui est disponible sur le site de la HAS et qui est accessible dans le bas de page où vous avez les liens vers les documents. Vous avez la page consacrée aux organismes accrédités, dans laquelle figure en bas dans les documents liste des organismes autorisés pour l'évaluation des ESSMS. Ok. Il y a beaucoup de questions comme ça. J'en profite juste pour préciser, parce que c'est une question qui nous est parvenue. Elle est présentée comme elle a toujours été par zone géographique. Ça ne veut pas dire que les organismes ont une compétence limitée sur un plan géographique. Ils ont une compétence nationale. Alors, il y a beaucoup de questions sur le fait que la communication n'est pas très bonne, semble-t-il, pour certains endroits ou certains opérateurs. Je répète et je redis que le webinaire sera disponible sur le site de l'HAS, qu'il y aura une foire aux questions HAS déjà disponible et une foire aux questions des GCS bientôt disponible, si j'ai bien compris, que probablement l'instruction ne sortira pas tout de suite, mais qu'on peut se référer à cet ensemble de documents, si j'ai bien compris ce qu'a dit Geneviève. Donc, et puis que vous avez la possibilité, en cas de bug, d'interroger directement s'il s'agit d'un problème SINAE du côté de chez Sandra et dans le lien qui sera donné par la DGCS pour le dialogue avec les autorités de tarification et de contrôle. Donc, vous allez avoir un ensemble de liens et de documents de référence qui seront disponibles. Et je suis vraiment désolé pour les endroits où la transmission est mauvaise, parce que pour ce qui me concerne, là où je suis, c'est tout à fait nickel. Bon, voilà, c'est comme ça, c'est peut-être des aléas de l'électronique. Je peux juste apporter une précision. Donc, effectivement, le 362, comme vous avez, si vous regardez la fiche critères, vous voyez bien que dans les champs d'application, le social est exclu. Il s'agit d'un critère qui s'applique uniquement au champ du secteur médico-social. Donc, le social ne sera pas concerné par ce critère-là comme critère impératif, mais pas comme critère du tout d'ailleurs. Ok, alors une question toujours un petit peu à dominante économique, mais ça n'est pas surprenant. Certains organismes de gestion, dit Roselyne Bercy, disposent d'un CPOM régional incluant plus d'une quarantaine de SMS. Le coût ne permettra pas de mener toutes les évaluations sur une année. Peut-on proposer de lisser leurs échéanciers? Geneviève? Je suis navrée, c'était très haché de mon côté. Alors, certains organismes de gestion disposent d'un CPOM incluant 40 établissements, 40 ESMS. Le coût ne permettra pas de mener toutes les évaluations sur une année. Peut-on proposer de lisser leurs échéanciers? Autrement dit, est-ce qu'on peut faire un calendrier glissant sur 2 ans? Oui, tout à fait, tout à fait. Si une telle programmation est possible pour les autorités et souhaitée également par l'organisme, par le gestionnaire, oui, tout à fait. C'est un peu justement une des souplesses recherchées de la programmation. D'accord. Puis alors, il y a vraiment une question étonnante qui est posée, c'est quelle programmation pour les ESMS n'ayant pas transmis d'évaluation externe depuis 5 ans? Je me demande comment c'est possible. Pardon, je n'ai pas compris, c'était pour moi également? Oui. Ouais, quelle programmation? Enfin, puisque l'arrêté de programmation est quand même du domaine de la DGCS. Ce n'est pas la HAS qui fait des arrêtés. Nous, on fait modestement des recommandations, des guides méthodologiques, des cahiers des charges. On ne fait pas d'arrêté. Donc, il y a une question qui est posée à un moment donné. Pour les ESMS n'ayant pas transmis d'évaluation externe depuis 5 ans, qu'est-ce qu'on fait comme programmation? Est-ce qu'on les met dans ceux qui sont à évaluer tout de suite? Est-ce qu'on attend? Et je ne savais pas qu'on pouvait se dispenser de transmettre s'ils ne sont pas Normalement, on n'est pas censé pouvoir se dispenser de cela, mais oui. Certains établissements peuvent être amenés à être dans cette situation. Ouais. Et en fait, si le SMS en question n'est pas concerné par les dispositions transitoires,
du décret relatif au rythme des évaluations. Si l'autorité compétente souhaite avoir une visibilité sur la qualité de l'accompagnement au sein de cette structure, l'autorité peut bien sûr prioriser dans sa programmation la transmission d'un rapport d'évaluation par cette ESMS. Bon, je vais peut-être clore par une question dont je ne suis pas sûr de complètement comprendre. Y a-t-il une date maximum de remise du rapport d'évaluation, date de 2 ans au plus tard avant la fin de l'autorisation, dit le décret, le D312-204 du CSF, pas de durée minimum ou maximum fixée, voire le PowerPoint du 22 juillet. Après, c'est un peu cabalistique pour moi, il y a des chiffres, je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce qu'il y a une date maximale de remise du rapport ? Non, pas du tout, puisque en fait, l'objet des arrêtés de programmation, c'est de définir les échéances de transmission de ces rapports d'évaluation. Ce qui fait que, par exemple, si un rapport est attendu au premier trimestre 2024, le SMS aura jusqu'au 30 mars 2024 pour transmettre son rapport d'évaluation. D'accord. Comment dit, le calendrier de programmation prévoit la date de remise et c'est à l'établissement de se débrouiller pour faire en sorte que ça soit remis à la date prévue. Et ça va me permettre de conclure ce webinaire qui a recensé des centaines de questions posées par 444 participants à l'heure où on parle, qui étaient probablement un peu plus nombreux au tout début. Vous allez recevoir par mail dans un instant un questionnaire d'évaluation de ce webinaire. Alors, je sais que vous allez me dire qu'il y a des choses qui n'étaient pas faciles à comprendre parce que les communications étaient difficiles, mais c'est surtout sur le contenu qu'il faut vous exprimer. On va faire en sorte que la conférence soit disponible en replay rapidement et dans une qualité de son qui permette à chacun de le comprendre, mais je suis sûr que ça sera réalisé. Je voulais juste vous dire pour conclure que toute l'équipe de la HAS que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire Véronique et Sandra, mais aussi tous ceux qui sont derrière elles, parce qu'elles sont nombreuses, parce que d'ailleurs on peut dire qu'il n'y a que des filles, Sandra. Tu n'as pas de garçons dans ton équipe. Voilà. Un seul, mais qui n'est pas sur cette activité. Bon, voilà. Et Geneviève aussi se joint à moi pour vous remercier sur ce webinaire de toutes vos questions qui montrent que la vie des réformes n'est pas toujours une vie facile et que ça demande des ajustements qui créent parfois un peu de stress ici et là. Nous-mêmes, on en a vécu. Geneviève aussi. C'est pas qu'on serait content que vous en viviez, on aurait préféré que ce soit autrement, mais les dates butoirs font que c'est parfois comme ça, la vie administrative, et je sais que dans les autorités de tarification et de contrôle, on connaît bien la vie administrative avec ses grandeurs, ses mensuétudes, mais aussi ses aléas. Sur ces bons mots, je vous souhaite une bonne après-midi à tous. Merci, au revoir à tous.